Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jean-Philippe. Alain Goudet, vous êtes directeur général adjoint du numérique, Neoma Business School. Alain Goudet, ChatGPT, plus généralement l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative, on sent monter une très grande crainte autour de ces questions. Il y a eu un courrier qui était signé notamment par Elon Musk pour dire « mettons tout ça en pause, attention, ça va trop vite parce que les conséquences sociétales sont potentiellement dramatiques ». Est-ce qu'on doit s'attendre à une déflagration sociétale ? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution autour de l'IA et plus spécifiquement des IA génératives va extrêmement rapidement. Il y a un cadencement des annonces qui se fait à une vitesse absolument sidérante. Et pour suivre ce phénomène de très près, c'est vrai qu'il faut absolument consacrer beaucoup de temps finalement pour essayer de bien cerner les évolutions de ces outils. Est-ce que l'impact va être important ? Oui, clairement, que ça soit sur les métiers, avec une nécessaire formation au bon usage de ce type d'outils, mais aussi avec un certain nombre de questionnements assez fondamentaux pour le fonctionnement des sociétés. Par exemple, la problématique du droit d'auteur. Est-ce qu'on laisse ces sociétés d'IA générative absorber un certain nombre de contenus ouvertement accessibles sur Internet ? Je pense aux images, aux textes sur des sites comme Wikipédia ou plus globalement des sites médias qui ouvrent leur contenu. Voire des sites scientifiques. Voire des sites scientifiques. Bien sûr. Pour finalement régénérer du contenu avec un modèle payant, comme celui que OpenAI a proposé. Et du coup, quelle va être la distribution de valeur derrière ça ? Il y a des sujets un peu plus compliqués encore que simplement, j'ai envie de dire, ce sujet du droit d'auteur. Il y a la problématique de la vie privée. En fait, on parle d'outils conversationnels. Générer du contenu avec une IA générative, c'est rentrer en conversation avec cet outil. Il n'y a pas plus pernicieux comme modèle pour finalement livrer un certain nombre de données, d'informations particulièrement privées, exactement, sur son intimité, puisque la conversation est l'essence même du lien humain. Et là, on opère ça avec un outil qui, en plus, est assez doué pour ça. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment d'être en sécurité, tout est fait pour rassurer. Dès qu'on aborde un certain nombre de questions peut-être plus compliquées sur le domaine de la santé, par exemple, l'outil prend énormément de précautions. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, parce qu'il faut toujours avoir en tête que tous les échanges qu'on a avec ce type d'outils sont absorbés par l'outil lui-même pour s'améliorer et améliorer la qualité des réponses qui sont générées. Donc c'est un vrai sujet, les entreprises en ont fait les frais, certaines ont bien annoncé qu'ils ne voulaient absolument pas voir de données confidentielles mises donc, dans ce type d'outils, mais c'est vrai aussi au niveau individuel. Puis un autre sujet sur lequel il faut être absolument conscient du phénomène. On parle de modèle de langage. Le langage traduit une culture. Une culture, c'est une vision sur le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur d'un outil d'IA générative, on a inséré une certaine vision du monde. Ça dépend en fait du type de données qu'on a fait absorber. Si on prend des outils à majorité anglo-saxonne, on va avoir un regard sur le monde qui est évidemment teinté des biais culturels anglo-saxons. De la même manière sur la sphère asiatique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour le moment, on n'a pas encore vraiment d'IA générative européenne qui émerge. Il y a des projets qui sont en cours. Mais finalement, quand on regarde au niveau de l'Europe, quelque part, on a 27 pays, 27 langues, 27 cultures et donc 27 regards possiblement différents sur le monde. Et ce qui était finalement au départ peut-être une difficulté pour l'Europe, devient un énorme avantage quand on s'intéresse aux IA génératives. Pour prendre la mesure, rappelons que quand Uber est arrivé, la stratégie du chaos avait titré Le Monde, son dossier sur Uber. Voilà, les taxis ont bien vu ce que ça voulait dire. En fait, finalement, c'est ça qui nous arrive, c'est-à-dire pour les populations, d'une manière générale, l'urgence de bien se saisir de cet outil et de bien comprendre l'enjeu derrière. Il y a cette dimension, mais il y a aussi la vision plus positive. C'est-à-dire que finalement, l'accès à ce type d'outils, aujourd'hui, est relativement simple. Il n'y a pas besoin de savoir programmer. On est sur des choses en langage naturel. Et finalement, on a aussi la vision de pouvoir se dire, on remet un peu sur un pied d'égalité tout le monde aussi, puisque en fait, il y a énormément de contenu accessible sur ces sujets-là sur Internet. L'outil lui-même est un outil d'entraînement
à son bon usage, typiquement, on peut apprendre à utiliser ChatGPT en utilisant ChatGPT et en l'interrogeant sur les meilleures manières de l'utiliser. Donc on voit bien qu'il y a des choses un peu de mise en abîme, de récursivité qui se produisent. Et quelque part, c'est l'impact sociétal, il y a cette dimension aussi assez positive, tout comme il y a une dimension d'inclusion. Par exemple, aujourd'hui, on peut utiliser ce type d'outil pour corriger une lettre de motivation, un email, là où on peut être par exemple en difficulté en français, ça va corriger les fautes de grammaire, proposer des meilleures tournures, corriger des fautes d'orthographe, etc., etc. Et donc favoriser les apprentissages. Et donc favoriser des apprentissages. Absolument. Sans jamais oublier que derrière ChatGPT, il y aura toujours quelqu'un qui tiendra un minimum les ficelles quand même. De fait, il y a ce prisme culturel, il y a ce prisme effectivement des données qui ont été ingérées, et puis il y a quand même la question extrêmement, j'allais dire, éthique et sensible de à qui profite tout ça et comment tout ça a été généré. Il ne faut pas oublier quand même que des outils comme ChatGPT ont été entraînés avec ce qu'on appelle du renforcement humain. Et là, en fait, ce sont des travailleurs dans les pays pauvres qui ont été employés pour générer les bases de prompts, générer les types de contenus attendus par rapport à tel ou tel prompt, et qui, eux, ont pour le coup été régulièrement exposés, notamment à des contenus violents et tous les jours. Et là, effectivement, il y a eu quelques articles sur ce sujet, de comment tout ça a été accompagné. Bon, on voit bien que l'entraînement de l'IA générative ne se fait pas non plus sans conséquence sur l'humain, et c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Donc ne croyez pas ChatGPT quand vous avez l'impression de discuter avec un bisounours. Ce qui peut arriver parfois, un petit peu. Oui, il est toujours très polissé très dans poli, ses réponses. Très neutre, très nuancé, c'est très bien. Ouais. Gardons tout ça en tête. Merci Alain Goudet. Merci Jean-Philippe.